Bonjour, bienvenue au Musée d'art et d'histoire du judaïsme dans l'exposition Marcel Proust du côté de la mer. Je suis Paul Salmona, le directeur du musée. Alors Marcel Proust du côté de la mer, c'est une grande exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui explore la part juive dans l'identité et dans l'œuvre de Marcel Proust à travers toute une série d'œuvres, de tableaux notamment, de documents, d'archives, d'objets, qui tentent de mettre en évidence ce que Proust doit à l'éducation et à la formation reçue de sa mère, Jeanne Weil, qu'on voit derrière moi, et plus largement à l'héritage qu'il a reçu de cette grande famille de la bourgeoisie juive, de la bourgeoisie israélite parisienne, dont il est issu et dont il ne se revendique qu'assez rarement, car sa judaïté ou sa demi-judaïté, comme aurait dit André Spire, était plutôt un handicap dans les salons aristocratiques et bourgeois auxquels il avait le désir et auxquels d'ailleurs il est arrivé à accéder, ce que l'on voit extrêmement bien dans La recherche du temps perdu, mais aussi dans sa vie. Derrière moi, on voit cet arbre généalogique qui permet non seulement d'identifier la mère de Marcel Proust, qui est évidemment un personnage tout à fait fondamental dans son existence, et un personnage fondamental pour le narrateur dans La recherche du temps perdu, mais on voit aussi la généalogie sur 4 générations qui est particulièrement intéressante, puisque l'aïeul, Baruch Weil, originaire de l'Est de la France et d'une famille juive originaire d'Allemagne, qui a été un porcelainier très prospère et qui est en quelque sorte le fondateur de la branche parisienne des Weil, est à la fois un industriel très dynamique et il est dans le même temps très investi dans la vie du consistoire qui vient d'être créé en 1807-1808 par Napoléon. Il va notamment acquérir le terrain de la première synagogue consistoriale ouverte à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth. Il est aussi, à titre bénévole, et c'est tout à fait intéressant, le circonciseur de cette communauté juive d'origine ashkénaze. Et on dit que dans sa vie, il aura fait plus de 1000 circoncisions. Il aura 2 femmes, la première, Hélène Choubak, meurt en 1811. Il se remarie, il aura 13 enfants. Il s'occupe de manière très, très active de cette famille. Son fils, Naté Weil, le grand-père de Marcel Proust, dont Proust dira qu'il allait avec lui au cimetière mettre des petits cailloux sur la tombe de l'aïeul, dans un rituel d'ailleurs dont plus personne ne se souvient de la signification. Naté est lui commanditaire d'agents de change et il va être très caractéristique de cette seconde génération qui va s'intégrer dans la société française de manière admirable, puisque la France du 19e offre aux Juifs, grâce à l'émancipation en 1791, la possibilité d'accéder à tous les secteurs de la vie économique bien sûr, mais aussi de la vie culturelle, de la vie administrative, de la vie politique. On en a un exemple tout à fait emblématique dans cette salle avec le portrait d'Adolphe Crémieux, qui est l'arrière-grand-oncle de Marcel Proust, le grand-oncle de sa mère, le grand-oncle de Jeanne, et qui a été ministre de la Justice en 1848 et à nouveau en 1870, donc un personnage très important à qui on doit le fameux décret Crémieux qui donne la nationalité française aux Juifs entre guillemets indigènes d'Algérie. Et la génération suivante, Jeanne Weil épouse un médecin catholique, en tout cas catholique de convention, originaire d'Illiers, en Eure-et-Loire. Et la génération d'après, Marcel et Robert, leurs 2 fils, sont baptisés. Et donc on a en quelque sorte, en 4 générations, un raccourci non seulement de l'intégration des Juifs dans la société française, mais un raccourci de l'assimilation, puisque Proust ne se définira jamais comme juif. En revanche, cette hérédité, c'est un héritage indéniable, et c'est ça que l'exposition creuse d'une certaine manière. Alors l'exposition s'ouvre avec ce grand tableau d'Henri Gervex qui s'intitule « Une soirée au Pré-Catelan », qui date de 1909 et qui représente
de manière très emblématique ce monde que Proust a peint, et a peint avec un regard en quelque sorte de voyeur absolu de l'extérieur. Hein. Et de ce point de vue-là, le tableau est très intéressant parce qu'il est précisément peint de l'extérieur de ce restaurant chic du Bois de Boulogne. Et on y retrouve des personnages de l'époque qui ont inspiré les protagonistes de La Recherche du temps perdu. Alors on a notamment Liane de Pougy, qui est une mondaine qui a inspiré Odette de Crécy, et puis de dos, avec cette robe bleue, Anna Gould, qui est une riche héritière américaine qui discute avec Élie de Talleyrand-Périgord, et puis tout à fait à gauche, à côté de la voiture, le comte et la comtesse Greffeuil, qui ont inspiré les personnages des Guermantes dans La Recherche du temps perdu. Et tout ça dans un effet d'obscurité et de lumière, puisque le restaurant est peint de l'extérieur, de manière distante en quelque sorte, à l'instar du narrateur dans La Recherche qui regarde ce monde aristocratique auquel il désire tant accéder, en quelque sorte de l'extérieur. Alors un des creusets de la formation de Marcel Proust et un des lieux où il a fait ses premières armes comme écrivain, c'est le lycée Condorcet, qui est vraiment le lycée au XIXe siècle emblématique de la bourgeoisie républicaine, à un moment où la République n'est pas encore tout à fait affermie. Hein, on est encore plusieurs décennies avant la loi de 1905. Et au lycée Condorcet, il va se faire toute une série d'amis qui sont pour beaucoup issus de cette bourgeoisie juive, cette bourgeoisie israélite, hein, comme on disait à l'époque, républicaine, avec lesquels il va publier la Revue Verte, la Revue Lila, et ensuite il publiera des articles dans la Revue Blanche de Thaddée Nathanson, hein, qui alors là est un des supports emblématiques de l'avant-garde littéraire. Hein. Ce sont des textes qui seront ensuite repris dans Les Plaisirs et les Jours. Mais donc on voit très tôt qu'il est, dès l'adolescence, très lié à cette bourgeoisie israélite. Là aussi, chose qu'il ne revendique pas de manière explicite, mais qui est tout à fait fondamentale dans sa formation. Le musée Marcel Proust, maison de Tante Léonie à Illier-Combray, nous a prêté ce très beau tableau d'Anaïs Beauvais qui représente Jeanne Veil, donc la mère de Marcel Proust. On voit ici Jeanne Veil dans sa jeunesse, une très belle femme, élégante, qui va être l'héritière de son oncle Louis Veil, qui lui a fait fortune en fabriquant des boutons métalliques pour l'armée. Il avait une maison de campagne, en quelque sorte, à Auteuil, qui à l'époque est la campagne, et c'est là qu'il va naître, puisque Jeanne Veil ira accoucher chez son oncle, et d'une certaine manière, Combray, c'est à la fois Illier, le village d'Eure-et-Loir d'où son père est originaire, où son grand-père paternel était épicier, mais c'est aussi la maison d'Auteuil. Et au fond, Combray, c'est la synthèse de ces deux maisons. Et on voit bien là aussi l'importance du patrimoine et de ce contexte familial maternel que Proust, d'une certaine manière, déguise dans La Recherche, mais qui a une très grande importance dans son existence et dans sa formation. Alors c'est avec Jeanne, évidemment, qu'il va prendre ce goût absolument passionnelle pour l'art et la littérature. C'est elle qui va lui transmettre son amour du théâtre, de l'opéra, des livres bien évidemment. C'est avec elle qu'il va traduire Sésame et les Lys et la Bible d'Amiens de John Ruskin, cet auteur anglais qui va avoir une très forte influence sur lui. Je dirais même que c'est elle qui va traduire, puisque lui ne parle pas véritablement anglais, et puis il remettra en forme, dans un français plus élégant, la traduction mot à mot que Jeanne fera pour lui. Donc on voit qu'il y a vraiment un rapport très, très étroit. Et c'est avec elle évidemment qu'il va aller à Venise. Alors Venise est une des villes de prédilection de Marcel Proust, et nous l'évoquons à travers ce très beau tableau de Claude Monet qui représente l'église de la Salute et à travers le Grand Canal, et on voit l'humidité qui monte par capillarité dans le bas des murs. C'est un tableau peint en 1909. Donc Venise où Marcel est allé avec sa mère, il a lu Les Pierres de Venise de Ruskin. On évoque aussi Venise à travers une très belle série de gravures de Whistler qui ont eu beaucoup de succès à l'époque.
Alors une des propositions de l'exposition, c'est aussi d'explorer cette analogie étrange, cette analogie formelle entre l'écriture de Proust et l'écriture du Talmud. Le Talmud, c'est une série de mises à plat, de décisions rabbiniques et de transcriptions de la loi orale. Et donc ici, nous présentons deux placards de composition corrigés par Marcel Proust du côté de chez Swann, donc le premier volume de la recherche, et en regard, un Talmud de Babylone avec les commentaires halachique, donc conforme à la loi juive, d'Isaac ben Jacob al-Fassi, dit le Rif, donc un rabbin du XIe siècle, et ici le livre des lois du Rif, donc toujours du même rabbin, une compilation de décisions juridiques, et où on retrouve, alors là dans une composition qui est d'ailleurs très sophistiquée et très élégante, le texte principal et les commentaires. Voilà, et donc on peut en tout cas méditer sur cette analogie formelle qui est très séduisante. Alors la Normandie tient une très grande place dans la vie de Proust, puisqu'il y passe ses étés, notamment à l'hôtel des Roches Noires à Trouville, qui est un des hôtels les plus confortables et les plus modernes de l'époque. On sait aussi qu'il rend visite à Édouard Vuillard au Château Rouge à Amfreville, qui est un endroit où se retrouve, un peu comme à Condorcet, mais quelques années après, cette bourgeoisie républicaine, cette bourgeoisie israélite. Et on a ici un très beau tableau qui représente Annette Roussel, la nièce de Vuillard. Et puis on présente également des peintures de la fille d'Helleu, qui est un des peintres que Proust appréciait et qui est probablement un des modèles d'Elstir dans la recherche. Voilà, alors c'est évidemment très important puisque ces bourgeois parisiens ne restent pas à Paris l'été où il y a la canicule, ils vont en villégiature plusieurs mois sur la côte normande et ça va évidemment donner Balbec dans la recherche. Alors l'exposition consacre une section entière au personnage d'Esther, de la reine Esther, et au livre d'Esther, puisque c'est un des thèmes où la culture commune de Jeanne Weil et de son fils Marcel Proust converge avec l'histoire juive. Le livre d'Esther, qui est un des livres de la Bible, dont on sait qu'il a inspiré évidemment la tragédie de Racine, écrite en 1689 pour les demoiselles de Saint-Cyr, ce pensionnat qu'avait créé Madame de Maintenon, et d'ailleurs où la pièce était jouée entièrement par des femmes, et on sait que Jeanne et Marcel échangeaient ensemble des vers de Racine, donc c'était quelque chose qui était très assimilé chez eux et qui faisait l'objet d'une grande complicité. Par ailleurs, la famille conservait ce magnifique tableau de Franz Francken le Jeune, qui est un peintre flamand du XVIe siècle, qui représente précisément un certain nombre d'épisodes de l'histoire d'Esther. Alors l'histoire d'Esther, on la connaît, c'est l'histoire de cette reine juive de Suse dont l'identité est cachée et qui va empêcher l'extermination des juifs de Suse voulue par le vizir Aman et dévoiler son identité. Donc là on se retrouve aussi dans une histoire d'identité cachée qui n'est pas totalement anodine dans notre affaire proustienne. C'est un tableau qui appartenait à la famille, dont Proust a hérité et qui ensuite est passé dans la branche de son frère Robert, qui est toujours dans la famille des descendants de Robert Proust. Alors on le met en regard avec une série d'objets qui font référence précisément à cette fête des sorts que célèbre le livre d'Esther, la fête de Purim en hébreu, et notamment une Megillat Esther, un rouleau d'Esther, ce rouleau qui est lu à la synagogue, qui est d'ailleurs un rouleau enluminé, à la différence du rouleau de la Torah, qui ne comporte évidemment que du texte. Là c'est un rouleau enluminé. Ça, au passage d'ailleurs, ça démontre qu'il y a des images dans le judaïsme, contrairement à ce qu'affirment de manière un peu bêtasse un certain nombre d'historiens d'art qui ne connaissent pas l'art du judaïsme. Et puis on le met aussi en regard avec cette très belle crécelle, puisque dans la tradition juive, à Purim, la fête des sorts, on couvre le nom honni du vizir Aman avec des cris et des bruits de crécelle.
Alors un des événements qui va être un des révélateurs de son identité juive pour Marcel Proust, c'est évidemment l'affaire Dreyfus, puisqu'il va prendre position en faveur du colonel Picquart, et donc il va se positionner très clairement dans le camp des Dreyfusards, hein. Et nous présentons dans l'exposition ce très beau tableau de Débat-Ponsant, c'est un tableau de 1898 qui a été commandé lors d'une souscription pour être offert à Émile Zola, puisque Zola, on le sait, va jouer un rôle déterminant dans l'affaire. Et c'est un tableau qui représente, de manière allégorique évidemment, la vérité sortant du puits, nue, donc tout à fait pure, hein, pour éclairer le monde, hein, qu'on voit avec son miroir, et retenu par l'Église et l'armée. Et c'est un tableau qui est au musée d'Amboise, c'est un tableau très emblématique, qu'on est pour beaucoup à avoir vu dans notre Lagarde des Michards, mais qui est assez rarement vu puisqu'il est à la mairie. On évoque aussi l'affaire évidemment à travers toute une série de croquis d'audience de Maurice Feuillet que le musée a pu acquérir il y a un peu plus d'un an, un dessinateur judiciaire qui a fait des croquis en 1898 au procès d'Émile Zola et en 1999 au procès de Dreyfus en appel à Rennes, que Zola a obtenu, qui représente plus de 200 protagonistes de l'affaire. Alors ici on en présente 6, mais c'est la première fois que nous les montrons et c'est vraiment des dessins tout à fait admirables. Alors l'affaire va être un moment très crucial dans la vie de Marcel Proust, puisqu'il va écrire à Robert de Montesquiou, qui est un de ses amis, qui est un aristocrate, qu'il le somme de ne plus proférer de propos antisémites. Marcel Proust écrit « Cher monsieur, si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs, c'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion. J'ai pensé qu'il était plus respectueux de vous l'écrire que de vous répondre de vive voix devant un second interlocuteur. » Alors ce qui est très frappant d'un point de vue stylistique dans cette lettre, c'est aussi qu'il emploie par contre et non pas en revanche, hein, puisqu'on apprend, évidemment c'est l'une des premières choses qu'on apprend dans des cours de français, c'est qu'on n'utilise jamais par contre mais en revanche, sauf s'il y a le mot revanche dans la phrase qui précède, et clairement Marcel Proust emploie par contre pour bien montrer son opposition à ces propos antisémites tenus par Montesquiou, son refus d'en débattre avec lui, et propos qui sont certainement des propos très banals hein, dans la bourgeoisie catholique ou dans l'aristocratie, à un moment où paraît la libre parole d'Édouard Drummond, La France juive, qui est un best-seller, hein, qui a été tiré à des centaines de milliers d'exemplaires, et où est créée l'Action française de Charles Maurras, qui est un journal absolument ouvertement antisémite. Et d'une certaine manière, non seulement donc dans cette lettre il se dévoile et il met les points sur les i à Montesquiou, qui est un de ses grands amis et un mondain très important, hein, dont les relations comptent énormément pour lui. Il met les points sur les i sur le fond, mais il le fait aussi sur la forme, hein, c'est assez frappant. Alors une de mes grandes satisfactions comme directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est d'avoir obtenu ce prêt de la National Gallery de Londres de ce très beau tableau de Gentili Bellini. C'est un tableau peint en 1480 qui représente le sultan Mehmed II, donc le sultan ottoman. Alors pourquoi ce tableau Eh bien parce que dans la recherche, hein, du côté de chez Swann, Charlus compare Bloch et le nez de Bloch, le nez sémite de Bloch, qui est un des personnages importants de la recherche, à celui sémite du sultan ottoman. Hein. Donc l'expression n'est pas Mehmed II mais Mohamed II, mais l'idée est évidemment la même. Et c'est une vraie satisfaction de pouvoir montrer cette peinture extraordinaire. Alors ce portrait de Charles Frussy par Bonnat est intéressant parce qu'on sait que Charles Frussy, qui est le fondateur de la Gazette des Beaux-Arts, a été un des modèles de Swann dans la recherche, hein, un amateur d'art extrêmement fin. Et nous le présentons avec un petit tableau de Manet, l'Asperge, qui a une histoire très amusante puisque Frussy avait commandé une peinture à Manet représentant une botte d'asperges pour la somme de 800 francs. Et lorsque Manet a reçu le paiement des Frussy, il y avait 1000 francs. Et donc il a repeint une asperge
en lui disant, et qu'il a envoyé à Éphrusset en lui disant « Il manquait une asperge à votre tableau ». Voilà. Et c'est assez joli dans la relation du mécène au peintre, et évidemment c'est très intéressant de rappeler dans cette paire de tableaux ces rapports très étroits hein, qui pouvaient relier ces mécènes israélites parisiens extrêmement cultivés au milieu d'avant-garde. Alors, autre modèle de Swann dans la recherche, dans la vraie vie, Charles Haas, dont la famille s'était convertie au protestantisme, mais qui était d'origine juive, et qui est le premier juif admis au Jockey Club. Et donc nous l'évoquons ici à travers cette œuvre de Tissot prêtée par le musée d'Orsay, un tableau magnifique qui représente ces notables parisiens du Jockey Club, en l'occurrence intitulé là le Cercle de la rue Royale, et donc toute une série de notables dans différentes positions plus ou moins oisives, et admis, mais d'une certaine manière pas encore entrés dans le cercle, Charles Haas, très élégant, sur la droite du tableau. Hein. Et ce qui est très frappant, c'est que Tissot le peint dans l'encoignure de ce balcon de l'hôtel de Coislin. Hein. L'hôtel de Coislin, c'est un de ces très beaux hôtels qui donne sur la place de la Concorde. Donc d'une certaine manière, le peintre, consciemment ou inconsciemment, signifie qu'il appartient au cercle, mais que, en tout cas, il y a été admis, mais qu'il n'en est pas encore tout à fait. Et c'est très emblématique de l'ensemble des remarques qu'entendront les personnages juifs dans la recherche, hein, et que Marcel Proust lui-même, dans son existence propre, relève aussi comme des moments d'agacement, voire d'humiliation, quand on lui rappelle hein, qu'il est le neveu de Monsieur Veil, etc. etc. Et c'est typiquement la signification de la remarque de Charlus à l'égard de Bloch du côté de chez Swann, hein, à propos du nez de Mehmed II. Alors Proust n'évoque jamais sa propre homosexualité, mais en revanche il évoque l'homosexualité et il fait même une analogie entre l'homosexualité et la judéité, hein, en les qualifiant l'une et l'autre de race maudite et comparant la nécessité dans laquelle se trouvent et les juifs et les homosexuels de se retrouver entre eux pour s'entraider dans l'adversité qu'ils subissent. Et donc nous l'évoquons d'une part à travers ce très beau portrait d'Henri Lucien Doucet qui représente précisément Robert de Montesquiou Fezensac, hein, dont on évoquait la lettre que Proust lui a adressée à propos de l'affaire Dreyfus. On évoque aussi Oscar Wilde, dont on sait la condamnation qu'il a subie pour homosexualité en Angleterre. Et puis on évoque aussi les relations très étroites que Proust a eues avec les deux fils d'Alphonse Daudet, hein, l'écrivain de La chèvre de Monsieur Seguin. On se souvient d'Alphonse Daudet pour La chèvre de Monsieur Seguin et les lettres de Montmoulin, mais on a un tout petit peu oublié que c'était un épouvantable antisémite. Cela étant, ça n'a pas empêché Marcel Proust d'être l'amant de Lucien, le jeune frère de Léon Daudet, le plus jeune fils d'Alphonse, et d'être peut-être l'amant, en tout cas l'ami de Léon Daudet. Et c'est une amitié d'ailleurs qui n'est pas sans étrangeté, puisqu'on sait que Léon Daudet était un des collaborateurs réguliers de l'Action française, du journal L'Action française, qu'il a littéralement voué aux gémonies Gabriel Astruc, le fondateur du Théâtre des Champs-Élysées, qui était le fils du grand rabbin de Belgique et qui a été le premier lecteur du côté de chez Swann, hein, le lecteur de contrôle en quelque sorte, comme on dirait maintenant, le lecteur amical auquel Marcel Proust a confié le manuscrit. Et en même temps, c'est lui qui fera obtenir, quelques années après, le prix Goncourt à Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc c'est très emblématique de ces amitiés très paradoxales hein, que Proust entretient avec ces intellectuels ou ces aristocrates antisémites, mais en même temps d'une très grande culture et d'un goût exquis, comme on le voit sur le portrait de Montesquiou, qui était un dandy d'une élégance exceptionnelle. Alors cette séquence sur les ballets russes est l'occasion d'évoquer à la fois les avant-gardes artistiques dans les années 10 et la part qu'un certain nombre
d'artistes juifs y ont pris. Et on a notamment ce très beau tableau de Jacques-Émile Blanche qui représente Ida Rubinstein, qui danse dans Scheherazade de Rimsky-Korsakov, monté par Diaghilev en 1910, peint ici par Jacques-Émile Blanche, dont on sait qu'il est le portraitiste emblématique de Proust, avec la fleur à la boutonnière, hein, ce très très beau portrait de Marcel Proust. Et Ida Rubinstein était une juive russe qui a en même temps été la mécène des ballets russes, et elle est ici dans des décors et des costumes de Léon Bakst, qui lui aussi est un peintre et décorateur et costumier juif russe. Hein. Et donc on a toute cette avant-garde juive qui tient une place très importante dans l'univers visuel de Marcel Proust, qui va être tout à fait fasciné par ce monde des ballets russes, qui va être d'ailleurs fasciné par le personnage de Nijinsky, du danseur Nijinsky, à propos duquel Reynaldo Hahn, hein, qui a été l'amant et qui est resté l'ami de Marcel Proust, écrit après la représentation: il a le visage aigu d'une antilope, le torse fin et sinueux, il porte un turban de neige et un pantalon d'or, il sourit, tend les lèvres, se cabre, se jette en avant, enroule autour de Zobéida ses bras maigres et ronds cerclés de bracelets, la soulève, l'emporte. C'est Nijinsky. Alors après Ida Rubinstein dans Scheherazade, l'exposition présente un autre tableau de Jacques-Émile Blanche qui représente la danseuse Tamara Karsavina dans L'Oiseau de feu de Stravinsky, créé en 1910 et qui est certainement à la fois une des plus belles œuvres musicales et une des plus extraordinaires créations plastiques hein, qu'on connaisse de l'avant-garde au début du siècle. On présente aussi un très beau tableau de Pierre Bonnard qui est le portrait de Missia Godebska. Alors Missia Godebska, qu'on connaît plus sous le nom de son époux suivant, José Luis Sert, hein, Missia Sert, et qui a là aussi été une mécène de cette avant-garde. Et puis l'exposition se conclut sur une vitrine qui évoque la manière dont Proust a été reçu par les jeunes intellectuels juifs dans les années 20. Puisque Proust, dans l'après-guerre, a plutôt été considéré comme un juif honteux, comme un représentant de ce qu'on a pu appeler la haine de soi. Et en fait, c'est un anachronisme hein, qui est dû à, notamment d'ailleurs à Hannah Arendt. Ce qui est vrai, c'est que dans les années 20, après sa mort, toute une série de jeunes intellectuels, et notamment de jeunes intellectuels sionistes, vont considérer que Proust est un écrivain qui donne une vraie place à des personnages juifs dans la littérature, en montrant leurs contradictions, celle d'un bloc qui fait tout pour effacer sa judaïté et qui devient à la fin de la recherche Jacques Durosier, dans une forme d'acte manqué d'ailleurs d'une certaine manière, parce que Durosier, ça rappelle immanquablement la rue des Rosiers, hein, la rue juive emblématique parisienne, ou celle d'un Swann qui revient progressivement au judaïsme et qui est peut-être d'ailleurs emblématique de Proust lui-même, puisqu'il dit d'une certaine manière qu'on n'échappe pas à sa judéité. Et puis, on entend le début de la recherche en hébreu, lu par Michel Zlotowski, magnifique, pour marquer dans une autre langue que le français l'universalité de ce texte, puisqu'il a été traduit dans toutes les langues. שנים שכבתי לישון בשעה מוקדמת. לפעמים עוד לא קבע הנר, כבר נעצמו עיניי ולא הספקתי לומר, אני נרדם.